Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Sensibilisation à l'accompagnement spécifique des personnes en ou après burn-out. Donc effectivement une thématique dont on entend parler et on a trouvé que c'était intéressant dans la suite de ce qu'on a mis en place sur les questions de santé mentale depuis quelques années, de pouvoir traiter cette thématique-là. Alors, on va repasser sur la slide avec les consignes. Je vous invite en démarrage de ce webinaire donc à vous renommer donc en cliquant dans la barre de tâches sur participants et donc d'indiquer vos prénoms, vos noms et le nom de votre structure. Et puis, vous allez pouvoir réagir et poser des questions dans le chat au cours de ces webinaires. Et puis, moi, je lirai les questions et puis on pourra les soumettre à l'intervenant. On essaiera de traiter les questions au cours du webinaire. Et puis, je vous reprécise également que cette séquence est enregistrée, qu'elle sera disponible sur notre site, le site Pro CMM, Pro Choisir Mon Métier, donc comme dans la rubrique replay, comme les autres webinaires. Donc pour ce webinaire aujourd'hui, on accueille Florian Olierou, donc du CHU de Nantes et de l'IGEIA. Je vais laisser Florian se présenter et donc on va pouvoir démarrer directement, Florian. Super, merci Bertrand. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Florian Lirou, je suis psychologue du travail au CHU de Nantes depuis quelques années. Ma pratique consiste essentiellement à recevoir des soignants en consultation individuelle, la plupart du temps en burn-out, hein, avec des arrêts de travail, la question du retour au travail aussi qui se pose. Donc, j'entends souvent parler des conseillers d'insertion aussi que les gens peuvent rencontrer ou pour orientation. Et puis, je fais aussi de la recherche justement sur ce sujet-là, le burn-out des soignants. Et je suis aussi président de l'association IGEIA, qui est un centre de ressources en fait pluridisciplinaire sur la question de la santé mentale au travail et de la santé psychosociale aussi plus largement au sens large. Donc, on est amené à faire des formations, des interventions au sein des organisations, etc. Est-ce que je commence, Bertrand? Oui, on va pouvoir y aller, On y va? effectivement, ouais. Ouais. Super. Alors, donc j'ai prévu dans cette sensibilisation, alors c'est une sensibilisation, tout l'enjeu, ça va être de réussir à être quand même assez précis tout en ne rentrant pas non plus dans le détail, sinon on serait plus sur le format de la sensibilisation. J'ai prévu dans un premier temps de vous présenter en fait c'est quoi le burn-out, quelle est sa définition, comment ça se manifeste, comment ça se repère aussi, et quelles stratégies on peut avoir pour en sortir. Et puis dans un deuxième temps, une présentation un peu plus poussée de ce que vous, en tant que professionnel, vous pouvez mettre en place auprès des chercheurs d'emploi. Donc, quand ils rentrent dans l'étape de retour au travail, quand ils commencent à récupérer de leur burn-out, comment est-ce que vous pouvez les accompagner et ajuster votre pratique et vos postures. Moi, je suis pas conseiller d'insertion, j'ai été conseiller d'orientation il y a longtemps, mais du coup, j'ai juste inféré votre pratique, hein, je n'ai fait que des hypothèses. J'espère que je répondrai à votre besoin et de toute façon, au pire, à la fin, on va laisser quelques minutes de questions pour que je puisse aussi répondre à ce qui n'aura pas été évoqué aujourd'hui. Alors, on va commencer par un WooClap. Pour vous, le burn-out, c'est quoi? Alors, normalement, Bertrand dans le chat. Ouais, effectivement, je vais vous envoyer dans le chat le lien pour participer donc à cette première question qu'on vous pose. Si le lien ne fonctionne pas, vous lancez WooClap sur votre ordinateur et vous tapez donc les 6 lettres HOZRPY, HOZRPY et vous allez pouvoir, je lance le sondage, vous allez pouvoir y participer. C'est parti, vous devez pouvoir là y contribuer. On va vous laisser 1 ou 2 minutes le temps de pouvoir répondre à cette question-là. En un mot, hein. Alors, je vois pas mal de réponses. Je vais pouvoir aussi partager mon écran pour pouvoir vous montrer les réponses.
Donc je reprends la main un instant. Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Ouais, Ouais. Donc il y je a sais, beaucoup de réponses. on a beaucoup de réponses. Et alors Il y a je vais beaucoup mettre de... en mode Ah, super. Waouh. nuage de mots. Vous voyez, ce qui ressort le plus pour le moment, c'est le mot épuisement. L'épuisement, oui. Alors, c'est vrai que on a tendance à considérer que épuisement professionnel et burn-out, c'est la même chose, hein. En fait, c'est la traduction française du terme anglo-saxon. Euh, On il y lit a aussi aussi, trop donner de soi au travail, surcharge ouais, mentale, le blackout, donc il est question de sphère professionnelle, explosion psychologique, c'est des mots forts. ouais. On voit aussi le distinguo entre ce qui est physique et ce qui est émotionnel ou psychologique. On verra que dans la définition, les deux rentrent dedans. Je vois aussi la dépression apparaît un peu plus gros que les autres mots. Euh, Effectivement, c'est compliqué aujourd'hui de définir ce qui relève de la dépression ou de l'épuisement professionnel. Il y a des gros débats dans la littérature scientifique. Certains auteurs vont considérer qu'en fait c'est la même chose et qu'il n'y a pas lieu de créer une nouvelle catégorie pour le burn-out. D'autres auteurs vont montrer qu'il y a quand même des effets particuliers du burn-out et de la sphère professionnelle et que ça vaut le coup quand même de différencier les deux. Bon, aujourd'hui, c'est pas très clair, hein, il faut un peu choisir son camp. Mais effectivement, sur la symptomatologie, on verra qu'il y a quand même des choses qui sont quand même c'est à peu près la même chose. Euh, Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tout cas, ce que je vois en consultation, c'est que les gens qui arrivent pour burn-out, si celui-ci n'est pas réglé dans les quelques mois qui viennent, ça peut se transformer en dépression majeure. Donc avec un manque de volonté, des idées suicidaires également, mais on reviendra là-dessus. Ok, on va Voilà. pouvoir reprendre le partage du Ouais. support. Faut que je repartage l'écran du coup? Oui, Super. Je commence par un élément de définition. En 2021, plusieurs chercheurs, une bonne vingtaine, une bonne trentaine de chercheurs sur l'épuisement professionnel se sont rendus compte que c'était dommageable qu'il y ait beaucoup de définitions de l'épuisement, du burn-out. Et donc, ils ont essayé de travailler à une définition harmonisée à partir de l'état de l'art de la littérature. Et ils sont arrivés à cette définition. Chez un travailleur, l'état d'épuisement physique et émotionnel, ou burn-out professionnel, hein, puisque c'est le synonyme, est un épuisement résultant de l'exposition de problèmes au travail. Donc là, on a une définition qui est assez simple, qui a le mérite de présenter que c'est à la fois un épuisement physique et à la fois un épuisement émotionnel, psychologique. Par contre, ce qui pose un peu souci, je trouve, c'est que on a la notion de problème qui me semble être globalement assez abstraite. En fait, on ne sait pas très bien, mais c'est quoi ces problèmes-là? Donc, c'est ce qu'on va aussi aller regarder aujourd'hui. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire que problème au travail? En tout cas, c'est la nouvelle définition hein, du burn-out. Je pense qu'elle va faire, ça sera la définition standard hein, aujourd'hui. Alors, avant tout ça, je vais vous présenter quelques chiffres et on va se poser la question, au fond, est-ce que c'est un phénomène d'ampleur ou pas? La semaine dernière est sortie une nouvelle enquête qui a présenté des chiffres assez catastrophistes. Alors, je ne les ai pas repris aujourd'hui parce que j'avais préparé la diapo avant, mais on va être on va être dans les mêmes chiffres, hein. Il y a des enquêtes qui sont faites par des cabinets. On a un salarié sur trois qui serait en burn-out et 2,5 millions de salariés en burn-out sévère. Donc, c'est énorme. Et pour l'Institut Technologia, on a 3,2 millions d'employés qui seraient en risque de burn-out. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont, hein, ça veut dire qu'il y a un risque. Là aussi, on a quelque chose un gros chiffre. Par contre, si on s'intéresse aux estimations faites par des institutions, on a des chiffres qui sont beaucoup moindres. L'Institut de veille sanitaire qui évalue à peu près à 30 000 travailleurs en burn-out. Alors j'allais dire seulement, ça reste 30 000 personnes, hein, bien sûr, mais on est loin des 3,2 millions d'employés. Et puis pour l'Académie nationale de médecine, on serait plutôt autour des 100 000. Mais là, de ce que j'ai lu, c'est vraiment on doigt mouillé, hein. En fait, ils ont pris la population, ils ont pris une étude en Belgique qui était assez sérieuse. Pour eux, il y avait 9 000 salariés en burn-out.
Et puis, ils ont fait un calcul en croix vis-à-vis de la population française. C'est tombé autour des 100 000. En tout cas, c'est le chiffre qui avait été présenté à l'époque à l'Académie, à la, au Parlement, pour faire passer est-ce que le burn-out pourrait pas être une maladie professionnelle? Donc, vous voyez, on a quand même des gros écarts de chiffres. En fait, la vérité, c'est qu'on ne sait pas très très bien parce que les études scientifiques, c'est plutôt par type de population que sur la population générale. Ils vont s'intéresser aux soignants, ils vont s'intéresser aux enseignants, mais on n'a pas vraiment d'études françaises en tout cas qui viennent mesurer ça. Après, à la question de l'impact du genre, on a tendance à penser que les femmes seraient plus soumises à la question du burn-out. En fait, c'est une fausse croyance, hein, d'après une étude. Les femmes ne sont pas plus vulnérables, c'est simplement qu'elles occupent des postes qui sont plus à risque. C'est surtout elles qu'on va retrouver chez les soignantes, c'est surtout elles qu'on va retrouver dans la relation d'aide. Donc forcément, c'est elles qui vont être touchées. Mais il n'y a rien qui dit que psychologiquement, elles sont plus vulnérables. Après, il y a la modalité d'exercice qui peut rentrer en compte, les métiers. Il y a des métiers qui sont vraiment à risque, hein. Tout ce qui va être autour de la relation d'aide et du contact à l'usager, donc les métiers du soin, de l'enseignement, les travailleurs sociaux. Moi, j'ai surtout des chiffres pour ce qui concerne l'hospitalier parce que c'est là où je travaille, mais en gros, un médecin sur deux au cours de sa carrière fera un burn-out, ce qui est énorme, hein. C'est vraiment, c'est majeur, on ne peut pas accepter ça. Et alors, les IDE, ce sont les infirmières diplômées d'État, hein. Donc là, c'est pareil, selon les études, ça a tendance quand même à bien bouger. 26% pour certaines études, 43% pour d'autres. Bon, on est toujours dans cette fourchette-là, hein, suivant les études de 25 à 50. Alors, je me suis intéressé un petit peu aux effets du télétravail parce que c'est assez nouveau. Et effectivement, selon une étude, les caractéristiques du télétravail peuvent être à risque. Alors, c'est pas le télétravail en lui-même qui est à risque. D'ailleurs, ça peut aussi être une ressource, hein, le télétravail. C'est aussi une manière de s'extraire d'un environnement professionnel qui peut être difficile. Mais il y a deux conditions qui font que ça peut être négatif. C'est d'abord l'isolement des travailleurs, puisque bah, vous n'êtes plus tout à fait au contact de votre équipe, donc vous partagez moins les informations stratégiques. Et puis le conflit travail-famille. Alors là, typiquement, bah, travailler en même temps que garder son fils ou sa fille, ou devoir trouver un créneau dans la journée pour aller faire les courses ou amener quelqu'un chez le médecin, bah forcément, ça travaille aussi comme des interruptions de tâches. Et donc, ça peut être aussi un facteur majorant un épuisement. Puis je me suis intéressé à la question de la responsabilité des managers. Dans ma pratique clinique, je vois de plus en plus de cadres. Et donc, je regardais un petit peu. Effectivement, il y a une enquête, hein, qui montre qu'un quart des managers rapportent que le travail est à l'origine de problèmes psychologiques, donc dont le burn-out. Et c'est ce que je trouve aussi. Alors, on n'aime pas tous les managers, mais il n'empêche qu'ils ont des conditions de travail particulières. Moi, ce que je vois en consultation, c'est surtout des conflits éthiques, c'est-à-dire devoir appliquer des choses qu'ils n'ont pas envie d'appliquer, en gros, un conflit de valeurs assez fort, ce qui peut mener à une perte de sens et donc à un épuisement. Voilà pour les chiffres. On va passer dans le dur maintenant. Je vais vous présenter le mécanisme, comment ça marche, les manifestations cliniques. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mécanisme central de l'épuisement, c'est l'épuisement progressif des ressources de l'individu face à des stresseurs professionnels. Je vais vous présenter un schéma tranquillement. Vous avez d'une part le temps qui passe, et puis votre niveau d'énergie. Dans un premier temps, votre niveau d'énergie est stable. C'est ce qu'on appelle la phase d'équilibre, hein. En gros, on peut dire que jusqu'ici, tout va bien. Et puis un jour, il y a un stresseur professionnel qui s'invite. Alors, ça peut être la charge de travail, ça peut être un collègue harcelant, ça peut être plein de choses, hein. Et puis, bah, vous allez devoir faire face à ce stresseur. Vous allez activer des ressources psychologiques. Vous allez les activer tranquillement. Puis là, il y a deux cas de figure. Soit par l'activation des ressources, vous éliminez le stresseur et à ce moment-là, vous pouvez revenir à une phase d'équilibre. Soit bah, vous épuisez vos ressources. Et donc là, il y a un crash. Et c'est là où en fait le burn-out vient s'inviter. Il est décompensé. C'est-à-dire que là, en général, les gens bah, peuvent plus se lever pour aller au travail. Et des fois, ça intervient du jour au lendemain. On ne l'aurait pas sous-estimé la veille. Et c'est là où le temps de récupération peut être très long, en fait. Quand on tombe dans cette phase d'effondrement, ça implique tout un tas de choses psychologiques, mais aussi sociales, hein, vis-à-vis le regard des autres, et que ça va prendre du temps. Donc après, c'est très schématique, hein, ça se passe jamais comme ça. Il n'y a pas qu'un seul stresseur. En général, vous en avez plusieurs, la charge, les collègues, etc. Et vous les gérez en fonction des ressources que vous avez en main.
Mais si vous ne pouvez pas gérer le stresseur, malheureusement, c'est presque mathématique, vous allez forcément vous épuiser. Là, je vais vous présenter un peu plus concrètement euh, quelles sont les dimensions aujourd'hui du burn-out. Il y a une reconceptualisation dans les années 2020. En gros, il y a un questionnaire qui est sorti, un questionnaire diagnostique, qui présente le burn-out en 4 dimensions que je vais vous présenter. Tout d'abord, l'épuisement, forcément. Ça, de toute façon, quelle que soit la conceptualisation du burn-out, il y a toujours la dimension épuisement qui est prégnante et qui est toujours la plus importante. Un épuisement mental et physique, une fatigue qui est ressentie dès le réveil. En gros, ça veut dire que le sommeil n'est plus récupérateur. Il peut y en avoir encore du sommeil, mais souvent, il va y avoir des insomnies, des choses comme ça, qui font qu'au réveil, on n'a pas forcément l'énergie qu'on devrait avoir pour aborder une journée de travail ou une journée même familiale. Une difficulté à retrouver son énergie également. Et puis j'ai noté en gros l'impression d'être au bout du rouleau en fait, hein, de ne pas pouvoir s'en sortir. Ça, c'est la dimension épuisement. Il y a aussi une dimension qui est celle de la régulation cognitive, des difficultés à réguler, donc les difficultés à rester attentif, les difficultés à se concentrer, de mémoire, on a l'impression que l'esprit est ailleurs. J'ai noté les difficultés à lire parce que cliniquement, je me rends compte que les personnes en burn-out et qui étaient de grands lecteurs n'arrivent plus à lire, c'est-à-dire qu'il faut lire 3 fois la même page pour la comprendre, ce qui crée aussi une forme d'impression d'être incompétent à la lecture alors qu'on était bon avant. Euh, Souvent, la régulation cognitive, quand elle est compliquée, ça pose beaucoup de questions aux personnes. Ça. J'ai des gens qui se demandent s'ils n'ont pas Alzheimer parfois, tellement c'est prégnant, alors que c'est pas du tout ça, hein. C'est simplement que vous êtes fatigué, donc forcément, vous n'avez pas l'énergie pour mieux mémoriser ou être attentif. Un déficit de régulation émotionnelle, là, c'est l'impression de perdre tout contrôle de ses émotions. Alors, plutôt au travail, mais ça peut aussi être en dehors. Des gens qui se mettent à pleurer au travail pour une réflexion, pour des choses où, a priori, avant, ils seraient passés outre, où ils auraient pu prendre sur eux. Là, on n'y arrive plus, donc on pleure. On se met en colère aussi, hein, beaucoup d'épisodes de colère. De l'irritabilité, alors ça, on va plus le retrouver à la maison. C'est plus compliqué d'être irritable au travail. En général, c'est plutôt le conjoint ou la conjointe qui vont le remarquer. Les enfants aussi, hein, ils sont très forts pour remarquer ce genre de choses et vous le faire dire. En gros, l'idée ici, c'est qu'on n'arrive pas à se reconnaître dans ses émotions comme s'il y avait un étranger ou une étrangère en soi qui venait s'inviter et prendre la manette, le gouvernail et réagir à votre place. Puis une autre dimension qui est celle de la distance mentale. En gros, c'est je suis fatigué et donc je vais mettre à distance mon travail. Donc on va avoir des choses comme de l'aversion pour son travail, une perte d'enthousiasme, de motivation. On a l'impression au travail de fonctionner en pilote automatique et de plus vraiment être dans ses missions. Et puis on va avoir le sentiment que ce que l'on fait n'a pas d'importance pour les autres, que ce soit les collègues, la hiérarchie ou même notre entourage familial. Donc là, vous avez 4 dimensions qui sont utilisées dans le diagnostic. Puis je vous en ai noté 2 autres qui sont un peu plus historiques dans la conceptualisation du burn-out. Vous avez la dépersonnalisation. Alors là, c'est surtout pour les métiers de la relation d'aide et du soin, puisque c'est au départ là-dessus que ça avait été conceptualisé. Ça ressemble un peu à la distance mentale au travail, mais là, c'est vraiment quelque chose qui est focalisé vis-à-vis du bénéficiaire ou de l'usager. C'est-à-dire que vous êtes épuisé et donc en cascade, vous allez devenir indifférent aux autres, à leurs demandes. Vous pouvez même devenir hostile, voire ne plus du tout être en empathie avec la détresse que vous avez quotidiennement. Et il y a une forme de négligence en fait de l'usager. Et puis vous avez une dernière dimension qui est le manque d'accomplissement personnel, là aussi une dimension qui est historique au burn-out, avec la perception qu'en fait on est nul en gros, hein. C'est qu'on n'a pas atteint nos objectifs, forcément on est fatigué. Donc l'idéal professionnel se trouve assez loin, on n'arrive pas à se réaliser en fait, hein. Au travail, ça devient une charge. Et donc il y a un manque d'accomplissement perçu. C'est toujours perçu tout ça. Donc, je vous l'ai dit, les 4 premières dimensions, elles sont centrales. Elles sont utilisées aujourd'hui dans le diagnostic. Pour les 2 autres, on n'est plus trop là-dedans. Aujourd'hui, on considère que la dépersonnalisation, ce serait plutôt une stratégie d'ajustement, souvent inconsciente, hein. C'est-à-dire, en gros, pour éviter d'être encore plus épuisé, bah, tout simplement, je vais modérer mon implication émotionnelle dans mon travail. Et donc, en gros, je vais devenir hermétique aux autres. Et puis, pour le manque d'accomplissement, c'est plutôt vu aujourd'hui comme une conséquence du burn-out. C'est bien parce que je suis fatigué que je n'arrive pas ensuite à travailler aussi bien que ce que je voudrais. La qualité du travail est empêchée quelque part et ce faisant, bah, je ne suis pas en capacité de me réaliser professionnellement.
Je vous ai noté des symptômes psychologiques et psychosomatiques secondaires qui ne sont pas pris en compte dans le diagnostic, mais qui sont quand même assez importants. Et souvent, c'est à travers ces symptômes que vous allez repérer que quelqu'un ne va pas bien et que vous allez suspecter un épuisement. Vous avez les atteintes identitaires. Ça, c'est très prégnant, hein, quand on a le sentiment d'être nul. En gros, ça veut dire qu'il y a une baisse d'estime de soi. On sent qu'on n'est pas très bon dans nos compétences. Une baisse de l'optimisme aussi professionnel. Encore une fois, le sentiment de ne pas se reconnaître. Et puis une honte et une culpabilité aussi d'être dans cet état-là. Comme si quelque part le burn-out ou l'épuisement était une conséquence, enfin, quelque chose d'individuel, là. Quelque chose qui se joue. J'ai pas été assez fort pour m'en sortir. Les troubles du sommeil, hein, comme je disais très souvent, alors pas trop sur l'endormissement, puisque de toute façon les gens sont épuisés, mais il peut y avoir des insomnies, des réveils nocturnes. Parfois on va ruminer, ce qui fait qu'on va avoir du mal à se rendormir. Et parfois même on va ruminer sur le fait qu'on rumine. Alors là on tombe dans un sacré cercle vicieux. En tout cas pour la majorité des gens que je rencontre en consultation, ouais, le sommeil c'est pas ça. Le stress chronique et l'anxiété, forcément, puisque le burn-out, l'origine c'est bien un stresseur qui revient chroniquement, hein. Souvent les gens sont anxieux. Les affects négatifs, hein, la colère, souvent la colère elle est dirigée plutôt sur l'employeur, des peurs pour l'avenir, un sentiment de tristesse de ne pas s'être réalisé, une tendance à l'isolement, ça aussi c'est très prégnant. Forcément, vous êtes fatigué, vous allez avoir tendance à plus refuser d'aller voir les autres, d'abord parce que c'est coûteux, c'est toujours coûteux de voir des gens, hein. Et puis aussi parce que comme vous êtes nul, vous avez le sentiment que les autres vont pas vous renvoyer une bonne image de vous-même. Donc, on va avoir tendance à s'isoler. Alors ça, c'est une grosse erreur. Au contraire, quand on est épuisé, faut éviter l'isolement. Il faut plutôt aller vers les autres. Enfin, vers les bonnes personnes, hein, bien sûr. Si vous allez vers des gens culpabilisants, c'est pas la peine. Les troubles thymiques, hein, j'ai dit l'irritabilité, c'est dans 100% des cas, les gens que je rencontre sont irritables. Parfois des angoisses, des attaques de panique. J'ai le cas de personnes, par exemple, qui sont en arrêt de travail, qui doivent repasser devant l'employeur. Et là, il se passe quelque chose. Ou alors, ils reprennent la même route qu'ils prennent quand ils vont au travail d'habitude. Et là, un sentiment de suffocation, de ne pas réussir à respirer, quelque chose de lourd sur le thorax, qui peut se transformer ensuite en attaque de panique. Des personnes qui peuvent être dérangées par le bruit et la foule, plus que d'habitude en tout cas. Et puis, en dernière intention, aussi des idées suicidaires. Et là, c'est là où on peut se poser la question de qu'en est-il de la dépression sévère ou pas. Et puis, sur les symptômes psychosomatiques secondaires, les palpitations, les douleurs digestives, les migraines, les douleurs musculaires. On tombe plus souvent malade. Bon, ça aussi, ça arrive. Mais comme c'est transdiagnostique à plein de choses, en général, c'est pas ça qui va vous aiguiller. Alors, selon vous, quels sont les facteurs explicatifs du burn-out? Là, je vais laisser Bertrand reprendre la main. Oui, effectivement, je vais lancer tout de suite un sondage pour vous inviter à répondre à cette question. Alors, On avait fait des catégories, je sais pas si tu les as. ouais, mais alors je suis surpris parce que je retrouve pas le sondage. Euh, Ça y est, je le retrouve. Donc, normalement, je le lance. Vous devez le voir apparaître. Ah oui. C'est bon pour vous? Vous allez pouvoir répondre à cette question. Donc, du coup, quels sont les facteurs explicatifs du burn-out? Alors, première réponse, tout est la faute du manager. Deuxième réponse, ce sont l'organisation du travail et les conditions qui sont en cause. La troisième proposition, avant tout, ce sont les facteurs psychologiques individuels, capacité à tenir, qui expliquent le burn-out. La quatrième proposition, le travail n'est pas en cause, c'est la sphère privée qui est déterminante. Et puis la cinquième proposition, c'est un peu de tout ça. Donc pour le moment, 43 réponses. On vous laisse encore une petite minute pour répondre à cette question.
Donc on est à 81 répondants sur 91 participants. Donc ce qui se dessine nettement, hein, c'est que vous êtes 61%, donc 50 personnes à avoir répondu un peu de tout ça. Et puis la deuxième réponse qui ressort, autrement, c'est l'organisation et les conditions de travail qui sont en cause. Pour un tiers d'entre vous, en gros, un gros tiers d'entre vous, c'est la réponse que vous avez choisie. Et puis il y en a très peu, par contre, qui ont parlé des facteurs psychologiques individuels à hauteur de... Enfin, vous êtes deux seulement à avoir choisi cette réponse. Donc je te Euh, laisse, hmm. Florian, apporter D'ailleurs, la réponse. pour les deux, c'est plutôt les mauvais élèves. Les facteurs psychologiques ne vont pas expliquer le burn-out, par contre, ils peuvent les majorer. Il y a des facteurs de vulnérabilité. Par exemple, si vous êtes perfectionniste, il est possible que ça vous amène à avoir des comportements de surinvestissement au travail, alors que si vos conditions les empêchent de bien faire le travail, ça va frotter et donc ça peut vous mener à un épuisement. Et pour les 30%, dans les 36% sur l'organisation et les conditions de travail, j'aurais plutôt dit, moi, cette réponse-là. Mais j'acceptais tout à fait la dernière, un peu de tout ça, parce que ça peut être un peu de tout. Finalement, ça peut être aussi un peu du manager, qu'on va retrouver d'ailleurs dans les conditions de travail. Et puis la sphère privée, on parle aujourd'hui de burn-out parental, par exemple. On sait aussi qu'il y a d'autres exigences dans la vie d'une personne que simplement les exigences professionnelles. Donc je félicite un peu tout le monde, bah, sauf les deux, bien sûr. Mais c'est pas étonnant parce il y a vraiment une croyance que c'est les aspects individuels qui mènent au burn-out. On entend souvent telle personne n'a pas pu tenir, elle n'était pas assez forte. On peut entendre ça souvent chez l'employeur, par exemple, ou des cadres de santé, enfin des cadres, quoi. Donc c'est- voilà. Puis, On a une remarque dans le chat, Florian, donc c'est indiqué, hum, faut-il cocher toutes les cases pour considérer cet état ou seulement quelques-unes? A contrario, on peut très bien ne pas être ou se sentir dans cet état et cocher certaines cases. oui, tout à fait. Il n'y a pas besoin de cocher toutes les cases. En fait, c'est pas très important la question du pourquoi, hein. Euh, En général, le pourquoi, on a du mal à le régler de toute manière. Si vous êtes en burn-out à cause de l'organisation du travail, je doute que l'organisation du travail va changer. Donc la question, c'est plutôt comment on fait après. Et ça, on va l'aborder plus tard. Et la deuxième partie de question, Bertrand, c'était quoi? Alors c'était effectivement, on peut très bien ne pas se sentir, ne pas être ou ne pas se sentir dans un état de burn-out et cocher quelques cases par contre. Oui, ben oui, Voilà. tout à fait. Ouais. Et heureusement, parce que je pense sinon on serait tous en burn-out. On a tous des contraintes dans le travail. Et après, la question, c'est quelles sont les ressources en face que l'on a pour modérer, pour moduler ces contraintes, quelle autonomie j'ai pour faire face. Euh, Est-ce que à l'extérieur, j'ai une vie aussi suffisamment équilibrée pour me permettre d'avoir des contraintes au travail? Quel soutien social j'ai aussi dans le travail et en dehors? Donc, bien sûr que on peut très bien cocher les cases et en même temps, on pourrait même cocher toutes les cases et pas être en burn-out en fait, hein. Tout à fait possible. Mais par contre, si on revient au processus qui vous amène vers l'épuisement, bah, il y a une phase, vous savez, où on est face au stresseur et on est en train de le gérer. On peut cocher les cases et être dedans. Après, là, encore une fois, la question, c'est est-ce qu'on sort de ce truc-là ou est-ce que malheureusement, on épuise ses ressources? Ok, eh ben, je vais fermer du coup le sondage et on va Ouais. poursuivre. Est-ce que ça nécessite que je repartage ou pas? Non, c'est bon, on voit toujours ton écran, pas de souci. Ça roule. Voilà, j'avais mis la 2 et la 5. Alors, je vais vous présenter, là, on va faire un point théorique. J'espère que ça va aller. C'est un modèle assez classique aujourd'hui en psychologie du travail et qui est assez puissant pour expliquer un certain nombre d'issues de santé, et notamment le burn-out. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais le faire schématiquement. Dans le travail, on l'a dit, vous avez des contraintes professionnelles. Ce sont tous les aspects physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels du travail qui requièrent des efforts de votre part. Ça peut être la charge, ça peut être des interruptions de tâches, etc. Et vous n'avez pas que des contraintes. Vous avez aussi des ressources professionnelles. Donc ça, c'est pareil, ce sont tous les aspects physiques, psychologiques, sociaux, organisationnels qui motivent l'individu et qui régulent en fait les contraintes. On pourrait presque voir ça comme une forme de balance. Il y a un équilibre entre les contraintes et les ressources. C'est le modèle de Sigrist qui est plus simple que celui-ci, mais je préfère celui-là. Mais vous avez aussi des ressources personnelles, hein, je le disais. Vous avez probablement des familles, des amis, des activités ressources,
des choses par lesquelles en fait vous vous identifiez. Il n'y a pas que le travail, hein. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a que ça. D'ailleurs, en général, quand on se présente à quelqu'un, on va donner son prénom, mais très vite, on va dire ce qu'on fait dans la vie, hein. D'ailleurs, on ne dit pas je fais, on dit je suis. Je suis menuisier, je suis machin. Ce qui montre jusqu'à quel point on s'identifie à notre métier. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. On peut être papa, on peut être maman, on peut être bénévole, on peut être sportif, on peut être artiste. On peut être plein de choses et ça peut changer. Ce que l'on sait, c'est que les contraintes professionnelles mènent à l'épuisement dans un processus d'atteinte à la santé. Forcément, il y a des contraintes. Je me dépense en énergie, je m'épuise. Après, c'est plus ou moins, hein. Ce que l'on sait aussi, c'est que les ressources vont permettre un processus motivationnel, plutôt salutogène. C'est-à-dire que dans la littérature, en fait, la vitalité, c'est un peu l'exact contraire de l'épuisement. C'est le concept positif. C'est-à-dire que vous avez l'énergie, tout se passe bien. Évidemment, entre ces deux circuits, il se passe des choses. Par exemple, vos ressources vont agir comme un modérateur dans la relation entre les contraintes professionnelles et l'épuisement. Donc c'est là où on a tout intérêt à avoir au minimum, au moins, des ressources équivalentes aux contraintes pour éviter de trop s'épuiser. Mais à l'inverse, les contraintes professionnelles vont aussi jouer sur le lien entre les ressources et la vitalité. Elles vont jouer positivement ou négativement. En fait, dans les contraintes, ça peut être une entrave au travail, les contraintes, mais ça peut aussi être un challenge. Les contraintes, c'est aussi les objectifs que l'on fixe soi-même, c'est le miroir de nos propres exigences aussi. Et donc, quand on y arrive, bien sûr que ça peut agir aussi dans le sens positif, hein. D'ailleurs, vous remarquerez que quand on s'ennuie au travail, bah, ça marche pas non plus. Donc, il faut un minimum être challengé. Et puis, bah, vous avez une dernière flèche qui est celle de l'épuisement vers la vitalité, hein. En général, quand on commence à s'épuiser, on perd de plus en plus de son engagement professionnel jusqu'à aller à une démotivation totale, des intentions de partir du travail, etc., de quitter le poste. Voilà pour ce schéma, et je répète, hein, c'est vraiment un schéma classique en psychologie. Peut-être que vous le reverrez au cours de votre vie professionnelle, mais sur d'autres thématiques que le burn-out, hein. Il est beaucoup plus large que ça. Ici, je vous ai mis une liste des stresseurs, ce qu'on évoquait là au début, de ces fameuses contraintes aussi, hein, professionnelles. Je ne vais pas toutes les nommer, je vais juste m'arrêter sur quelques-unes. En général, la charge de travail quantitative est le premier facteur de stress menant au burn-out. Plus vous avez de charge, plus il y a un risque que vous soyez épuisé. Euh, je- J'aime bien aussi mentionner le manque de clarté de rôle, hein, c'est-à-dire on ne sait pas tout à fait si ce qu'on fait, c'est bien nous de le faire. Il y a une ambiguïté en tout cas. Et cette situation confusante peut vous amener à faire des choses que vous ne devriez pas faire, des tâches inadaptées ou illégitimes, en tout cas perçues illégitimes. Il y a l'injustice organisationnelle aussi. En tout cas, dans mes consultations, c'est assez majeur ça. Alors, il faut différencier l'injustice distributive, c'est-à-dire d'autres ont eu plus que moi, de l'injustice procédurale, jusqu'à quel point les procédures au sein même de l'organisation sont justes ou pas justes, selon vous, hein, toujours. On le retrouve assez souvent. Aujourd'hui se pose quand même une question de l'agressivité des usagers, des familles aussi. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent parce qu'ils se sont fait agresser, soit physiquement, soit verbalement. Ça commence quand même à poser problème. Euh, Vous avez la dissonance émotionnelle, ça, c'est assez prégnant dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que vous allez présenter des émotions quand vous êtes en dissonance émotionnelle qui ne sont pas celles que vous ressentez. Vous allez vous sentir obligé de sourire, par exemple. Alors même qu'à l'intérieur de vous-même, c'est pas ça du tout qui est en train de se passer. Et si ça dure longtemps, c'est un précurseur du burn-out. Donc ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, enfin, il vaudrait mieux être euh, en lien avec ses émotions ressenties plutôt que de cacher et d'en montrer d'autres. Vous avez le style de management, ça aussi c'est important. On sait très bien que certains styles de management ont des issues négatives sur la santé et d'autres styles ont des issues plus positives sur la santé. Je pense que le management directif, euh, dictatorial, toxique, tout ce que vous voulez, aujourd'hui, il n'y a pas trop de mystère, hein. Ça ne produit pas des salariés en bonne santé. Mais je pense que pour ceux qui ont ce style de management, c'est pas trop l'enjeu de toute manière. Alors que des styles de management plus habilitants, c'est-à-dire qui laissent plus de liberté, on a montré que c'était des facteurs protecteurs de la santé au contraire. Voilà, le fameux problème de la définition. Évidemment, la définition ne peut pas être aussi longue que tout ça.
Là, on va aborder la question de l'accompagnement du burn-out en trois étapes. D'abord, la question de l'arrêt de travail, la récupération pendant l'arrêt de travail, c'est-à-dire la récupération des symptômes, en fait. Et puis, la dure question du retour au travail, et c'est plutôt là ensuite que j'ai précisé vis-à-vis de votre fonction de conseiller d'insertion. Alors, à votre avis, combien de temps en moyenne dure un arrêt de travail pour burn-out, hein? Donc je lance effectivement un nouveau sondage. Ouais. Vous me dites si vous le voyez apparaître. Alors, c'est parti. Donc, on vous a mis trois propositions. Un arrêt de travail pour burn-out. À votre avis, est-ce que ça dure entre 2 et 3 mois, entre 6 et 8 mois ou entre 12 et 18 mois? Ah bah, ça va très vite pour répondre à cette question. Oui. Il y a une bagarre entre les deux Ouais, dernières réponses. exactement. Ouais, 83 réponses sur 89 participants là actuellement. Donc, alors, il y a quelqu'un qui dit, effectivement, je n'ai pas toujours la visibilité du sondage. Bah, là, il est encore actif, donc vous avez encore le temps de réagir, mais je vais bientôt y mettre fin et puis partager les résultats du sondage. 3, 2, 1, ça y est, tout le monde a répondu. Je mets fin et puis je vous partage les résultats. Donc effectivement, 55% disent entre 6 et 8 mois, 36% entre 12 et 18 mois, et puis il y a quelques-uns qui sont optimistes, qui disent qu'en 2, 3 mois, la personne a recouvré sa santé et l'arrêt de travail peut s'arrêter. Donc Florian, je vais te laisser commenter Enfin, ces chiffres. c'est vrai que c'est optimiste, en même temps, c'est long, 2 à 3 mois, être arrêté, pour certains, ça semble impossible. La réponse, c'est plutôt 6 à 8 mois, la moyenne, hein. Après, il y a des personnes que je suis qui sont bien au-delà, mais si on veut bien récupérer, c'est plutôt 6 à 8 mois. Euh, Avant, on peut se mettre en risque de ne pas avoir assez récupéré, ou alors on a vraiment des très bonnes ressources et on a été très vite pour aller vers la récupération. En général, je compte pas le premier mois parce que c'est le mois de la culpabilité et donc il se passe pas grand-chose, les gens font pas grand-chose de leur arrêt de travail. Ok. Hop, je reprends. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cette partie-là parce que je vois que le temps file. Donc l'arrêt de travail, je vais essayer d'aller vite là sur ce schéma-là. Je reprends le schéma du modèle exigence-ressources. L'arrêt de travail vous permet en fait de vous libérer des contraintes professionnelles. C'est-à-dire que comme vous n'êtes plus au travail, a priori, la charge s'en va. Comme vous êtes en arrêt et vous avez quand même du temps, l'idée c'est d'augmenter la part des ressources personnelles. Donc on va inviter les gens à faire des activités qui leur font du bien, qui sont ressources, ou alors à aller voir des personnes en activant le soutien social. Ce faisant, la modération entre les contraintes pro et l'épuisement va s'activer très fortement. Et donc en cascade, l'épuisement, il ne va pas disparaître, mais il va quand même diminuer. Il va diminuer. Il va ne plus s'activer sur la vitalité et l'engagement. Donc les personnes vont recommencer un petit peu à repenser au travail, à se sentir motivées, à avoir presque même envie d'y aller, hein. Donc voilà un peu le schéma de l'arrêt de travail. Alors c'est pas aussi simple, hein, évidemment. Je l'ai dit, là, c'est associé à une forte culpabilité, un sentiment d'échec. Donc on va ruminer sur soi, il va y avoir des inquiétudes, et puis une anxiété d'anticipation aussi à la reprise. Tant qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain lorsqu'on va reprendre, les personnes anticipent anxieusement. Donc, l'arrêt de travail, c'est aussi l'endroit où on va majorer une dégradation de l'estime de soi au départ. On va se sentir vraiment nul. On se sentait déjà nul, on s'arrête, on se sent encore plus nul. Donc, c'est là où ça implique la nécessité d'être accompagné par des psychologues notamment, mais ça peut être par le médecin traitant, ça peut être par un médecin du travail également, qui va venir normaliser la situation. C'est normal, étant donné ce que vous avez vécu d'être en arrêt de travail. C'est normal et vous n'êtes pas seul. Sortir des explications individuelles pour aller vers des explications organisationnelles, ça aussi c'est important. Le premier pas qui est fait dans la récupération, c'est lorsque les gens comprennent qu'ils n'y sont pour rien, en fait. Quand ils comprennent que c'est bien les conditions dans lesquelles ils sont plongés qui vont provoquer la pathologie, ça va déjà mieux. Et puis, mobiliser l'arrêt de travail, ça ne servira que si on va vers la récupération. Si vous restez dans votre canapé à rien faire, a priori, je ne suis pas sûr que vous allez bien récupérer. Donc maintenant, la question de la récupération pendant l'arrêt de travail, ce qu'il faut aller chercher, c'est plutôt des expériences.
à la fois de détachement du travail, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus, on essaye tout du moins, des expériences de relaxation, de détente, se faire du bien, et plutôt des expériences où vous allez être en maîtrise de ce que vous faites. Vous pouvez aussi essayer de nouvelles choses, mais c'est bien lorsque vous maîtrisez les choses, parce que ça va rentrer en confrontation avec le sentiment d'être nul ou pas être compétent. Si vous faites quelque chose sur laquelle vous êtes bon, a priori, on va pouvoir réaugmenter le sentiment d'efficacité ou diminuer l'estime, enfin, remonter l'estime que vous avez de vous-même. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des activités de socialisation, ce qu'on appelle le soutien social. Il faut bien avoir en tête que c'est le premier levier de récupération. Encore une fois, il faut bien choisir avec les personnes avec lesquelles vous allez faire ça. Si vous avez une maman qui est un petit peu culpabilisante, bah, du coup, on va l'éviter, on va aller voir plutôt les amis, on va aller boire des coups, on va se faire plaisir, on va traiter soit du problème, soit d'autre chose. En tout cas, on y va pour se marrer. Il y a les activités paroxystiques, c'est un peu l'effet waouh, où par le fait de certaines activités, bah, vous allez vous mettre à distance de ce que vous ressentez, de votre vécu. Hein. Les séances de planétarium, je trouve qu'elles sont vachement intéressantes pour ça. On est vraiment décentré de son problème. L'impression d'être une petite poussière, alors ça peut aussi être angoissant. Hein. Les activités physiques et le sport, alors là, faut pas se forcer. Il y a une étude qui montre que lorsque vous faites du sport et que vous vous forcez, ça a des effets plutôt néfastes que positifs. Donc, c'est pas la peine d'y aller si c'est pas votre truc. Hein, multiplier les loisirs. Alors, les expériences de flow, c'est des expériences de concentration intense. Quand vous faites une activité qui est plutôt créatrice, mais au sens large. Hein. Ça peut être le jardinage, la cuisine, des choses comme ça, qui vont mobiliser toute votre attention. Et donc, de fait, vous allez moins ruminer ou pas du tout. Et cet effet, il va avoir encore un effet un peu plus long après l'activité. C'est intéressant. Puis des activités de yoga, de méditation, contemplation. Là, c'est pareil. Si c'est pas votre truc, c'est peut-être pas la peine d'y aller. Ça risque d'être plus frustrant qu'autre chose. Des activités de contact avec la nature, hein, ça fait du bien. Puis les siestes, le repos, être attentif à son alimentation. Voilà, si on veut récupérer, a priori, il faut aller vers tout ça. Et au bout de 6 8 mois, on est prêt pour le fameux retour au travail. Alors pour optimiser l'efficacité, bien sûr, il faut que tout soit librement choisi. Euh, Plutôt être dans l'acceptation des émotions et des pensées négatives, hein, plutôt que de les supprimer. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas être dans des stratégies d'évitement. C'est ce qui peut se passer quand on refuse l'activité sociale, par exemple. On sait qu'on va nous demander comment on va et on veut absolument éviter cette question-là. Pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, au contraire, il vaut mieux être confronté à ça pour pouvoir l'intégrer et passer à autre chose. Et puis, vos activités doivent être cohérentes avec les besoins au moment présent. Moi, je conseille en général aux gens, lorsqu'ils se lèvent le matin, de se demander de quoi ils ont besoin aujourd'hui et d'essayer d'y répondre. C'est aussi simple que ça. Plutôt que de leur dire de faire absolument 1 heure de sport. Donc, pour le retour au travail, là, il y a un enjeu fort, c'est celui de ne pas rechuter. Euh, pour ceux qui avaient répondu 2 à 3 mois, par exemple, il n'est pas impossible que si on s'arrête que, entre guillemets, que 2 à 3 mois, on rechute derrière parce qu'on n'a pas eu le temps de récupérer ou qu'on n'a pas eu le temps de mettre des choses en place au retour. Donc c'est vraiment, il y a un gros enjeu autour du retour au travail. Aujourd'hui, les travaux scientifiques l'ont bien compris et il y a vraiment ceux qui vont travailler sur la récupération des symptômes et ceux qui vont travailler sur le retour au travail. Ce qui est difficile, c'est que pour la récupération, il n'y a que la personne, il y a qu'elle qui est concernée, elle fait son chemin toute seule, alors elle peut être accompagnée. Et là, le retour au travail, ça implique un ensemble d'acteurs, notamment l'employeur, les représentants du personnel aussi qui peuvent être mobilisés, et le médecin du travail, le médecin traitant, ça peut être aussi être un psychologue du travail, et puis la personne elle-même, bien sûr, mais aussi les experts du travail. Hein. Et là, ça peut aussi être vous, ça peut être l'insertion, ça peut être des gens du droit du travail. Et tous ces acteurs vont se mobiliser dans une forme de négociation de qu'est-ce qu'on fait pour le retour. Comment la personne revient, où est-ce qu'elle revient, dans quelles conditions. Parce il y a quand même, j'ai dit de la littérature scientifique sur le sujet, j'ai regardé plusieurs études et il y a des listings de facteurs de réussite du travail. D'abord, une prise en charge précoce, forcément. Hein. Plus on vous prend en charge avant l'épuisement total, mieux le retour au travail sera réussi. Une prise en charge multidisciplinaire. Plus il y aura d'acteurs dans la décision du retour, mieux ce sera. Il y avait une étude qui montrait que quand il n'y a que le médecin traitant qui est intégré, ça ne marche pas. L'implication de l'employeur dans le retour au travail et le soutien du supérieur, c'est hyper important. Il faut absolument que l'employeur soit là, parce que c'est lui qui va décider des conditions du retour, en fait. Une bonne communication avec le manager ou l'employeur, même pendant l'arrêt,
Donc là, dans notre condition culturelle, ça peut sembler un peu provoque, mais sur les pays du nord de l'Europe, par exemple, en Scandinavie, ça se fait hein, d'aller boire un café chez quelqu'un qui est en arrêt de travail, même quand on est manager, pour voir comment il va. En fait, on sait que le soutien même perçu, suffit déjà à activer de la récupération et donc à diminuer le temps d'arrêt. Un accompagnement paraprofessionnel pour maîtriser les facteurs de stress, un accompagnement pour trouver l'équilibre entre les activités pro et perso. Et puis, il y a aussi la reprise à temps partiel, hein, le mi-temps thérapeutique par exemple, où vous faites 50-50, ce qui permet à la fois de reprendre tranquillement lorsqu'on a été longtemps retiré du travail, 6 à 8 mois, c'est très long. Euh, et puis en même temps de continuer aussi à mobiliser ses ressources. Et puis bah, j'ai voulu noter hein, que vous étiez vraiment là-dedans, hein. Les experts du travail, c'est aussi vous. En tout cas, la littérature reconnaît tout à fait le rôle de ces professionnels et il y a déjà des interventions qui ont été testées avec des conseillers d'insertion, etc. Et qui donnent des résultats plutôt positifs. Alors là, je vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'il faut que j'aille plus vite, mais je crois, Bertrand, qu'on va laisser le diapo hein, à disposition. Oui, tout à fait, effectivement, ça a été demandé par des participants. Effectivement, habituellement, on vous Ouais. envoie dans la journée ou quelques jours après le lien vers le support avec un formulaire d'évaluation également. J'en profite, Florian, il y a quelques questions dans le Oui, chat ou réactions. Alors, il y en a une première qui était une réaction sur les arrêts de travail en disant effectivement ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que les médecins sont contrôlés et moins enclins à prescrire des arrêts de travail ou mettre une certaine pression. oui, j'ai constaté ça aussi. Dans les personnes que je reçois, il y a deux parcours, hein. Il y a celle qui est un médecin traitant qui suit les recommandations et bon gré mal gré, on va vers la récupération. Et puis des médecins traitants qui sont pas du tout là-dedans, donc qui vont pas arrêter, qui vont insuffisamment arrêter, qui vont être culpabilisants aussi, par exemple. Et en discutant avec l'inspectrice du travail, qui est médecin du travail également, elle me disait qu'il y avait des contrôles effectivement de plus en plus serrés autour de la question des arrêts de travail, parce qu'évidemment, il y a un enjeu politique et économique autour de cette question-là. Mm, mm. Et je crois même que dans certains cas, lorsque les médecins vont trop loin, ils n'ont plus la prescription libre de l'arrêt. Il faut que ce soit une instance en tout cas, qui valide l'arrêt de travail, je crois. Donc, mais oui, oui, il y a un gros problème autour de cette notion-là. Sans oublier que les médecins généralistes eux-mêmes sont quand même enfin, très épuisés. Donc, parfois, quand on est épuisé, je vous l'ai dit, on n'est pas les meilleurs pour la prise en charge. Ouais. Donc, je suis d'accord, hein, il y a un vrai sujet. Et on essaie de faire de la recherche là, au CHU là-dessus, pour essayer de comprendre en fait quel est le rapport à l'arrêt de travail des médecins généralistes. Et puis on avait une deuxième remarque aussi donc sur le dernier point que tu as abordé, Florian. Donc on est d'accord, c'est l'entreprise qui fait le pas d'aller vers le salarié pour la prise de contact régulier. Donc quand la personne est en arrêt de travail pour burn-out. Oui, alors ça peut être les deux. Moi, je suis pas un pro du juridique. Je ne sais pas si l'employeur a le droit vraiment de faire ça. Ça pourrait être aussi considéré comme une pression au retour. Euh, donc, bon, après, je suis un peu punk. Je pense qu'il faut pas, quand on est en confiance avec son salarié, je pense qu'il faut pas trop hésiter et puis lui demander simplement si ça lui va aussi, hein. Et puis, on n'est pas obligé d'aller prendre le café chez lui. On peut l'appeler, on peut lui envoyer un SMS, Mm. juste lui demander comment ça va, prends ton temps. Ça aussi, c'est important, prends ton temps. Hein, ça vient aussi normaliser les choses et puis vraiment, il ne faut pas se presser. Et en fait, paradoxalement, quand on dit à quelqu'un de prendre son temps, eh ben, sa récupération sera plus rapide et donc son arrêt sera plus court. Ok, je te laisse poursuivre et puis on Oui, reprendra la suite des questions après. Ouais. ça marche. Donc là, je voulais vous présenter l'outil diagnostic du burnout, qui s'appelle le BAT, le Burnout Assessment Tool, que vous trouvez sur Internet en version française validée scientifiquement, il n'y a pas de problème. Mais je vais passer très vite hein, parce qu'on n'a pas trop le temps. Et là, c'est les valeurs seuil. Donc, c'est quand vous avez calculé le score de la personne, vous êtes en capacité de le situer dans une zone plus ou moins à risque. Attention, hein, ça ne veut pas dire que la personne est en burn-out, ça veut dire qu'elle est à risque, soit il n'y a pas de risque, soit il y a un risque modéré, soit il y a un gros risque. C'est ça que ça veut dire. Et là, on aborde du coup, je ne sais pas si vous vous souvenez dans le plan, la deuxième partie, qui est plutôt la partie, on va dire, pratique un peu hein, des choses. Il y a trois cas de figure en fait hein, chez les demandeurs d'emploi. Il y a celui pour lequel la récupération est en cours, bien avancée.
Il a bien récupéré, on va dire qu'il est entre 6 et 8 mois du coup, et il s'oriente vers le retour au travail pour reprendre, hein. De toute façon, c'est un besoin, hein. Souvent, les personnes ont quand même envie de reprendre le travail. Et comme on ne peut pas être en arrêt toute sa vie, malheureusement. Il y a un cas numéro 2 où, pour une raison ou pour une autre, la récupération a été freinée durant l'arrêt de travail. Et donc, la personne veut quand même reprendre, mais on sent bien que, il y a des affects négatifs, il n'y a pas encore tout à fait l'énergie qui est là. Et puis, le troisième cas, c'est ici, c'est le processus même du retour au travail qui est à l'origine ou qui maintient les symptômes d'épuisement. Parfois, c'est tellement le parcours du combattant pour reprendre le travail, ou en tout cas dans de bonnes conditions, que ça va mener les individus à l'épuisement par là même, puisqu'ils vont dépenser beaucoup d'énergie. L'anxiété anticipatoire d'un retour potentiel va déclencher aussi des troubles du sommeil, etc. Donc voilà, j'ai noté trois cas de figure. Il y en a un pour lequel, a priori, c'est OK. On est sur la bonne courbe. Pour les deux autres, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est pas forcément des cas, j'imagine, très faciles à accompagner sur le retour à l'emploi. Le risque là, évidemment, c'est de reprendre trop tôt le travail, de rechuter. Surtout quand vous changez soit de poste, soit d'entreprise, ça veut dire aussi de nouvelles exigences. Et vous devez réapprendre non pas seulement à travailler, mais aussi à travailler avec de nouvelles personnes, à travailler sur des nouvelles missions, à vous approprier une culture d'entreprise, etc. Ce qui va forcément demander de l'énergie. Donc il faut absolument, lorsqu'on change de poste ou d'employeur, avoir une récupération qui soit quand même bien optimisée. Et puis bien sûr, est-ce que le métier ou le poste qui a été retenu correspond bien aux attentes et aux besoins de l'individu? Bon, ça me semble assez évident. Alors, je vais vous montrer là aussi rapidement un schéma explicatif du mécanisme de retour au travail qui peut être négatif. Vous avez la question de la pression financière. Souvent, les personnes qui sont en arrêt longtemps vont commencer à avoir des soucis financiers, forcément. Et puis la question de l'exclusion sociale perçue, hein. C'est-à-dire qu'on a l'impression que n'étant pas au travail, tandis que les autres y sont un peu seuls. Puis il y a la question des normes sociales. Ne pas être au travail aujourd'hui, c'est un problème, c'est pas la norme. Et puis les incertitudes pour la suite. Souvent, les personnes qui sont en arrêt de travail, dans l'incertitude du retour, vont stresser. Et tant qu'ils y sont pas retournés, cette incertitude sera présente. Ces différents éléments vont contribuer à la fatigue et à la lassitude de l'arrêt de travail et à des stratégies inadaptées, c'est-à-dire des stratégies qui ne vont pas dans le sens des besoins de l'individu, qui vont dans d'autres sens, notamment les normes. Donc ça va jouer sur la qualité de la reprise, forcément. Si vous êtes fatigué à votre reprise ou que vous avez repris parce que vous vous sentiez obligé, la reprise sera moins bonne. Et donc en cascade, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont avoir envie de partir, soit du poste, soit de chez l'employeur. Et puis un désengagement organisationnel, hein. C'est-à-dire que la qualité de la reprise prédit l'engagement organisationnel, la motivation, hein. Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager pour cette organisation-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de répondre à mes objectifs, etc. Donc ça veut dire que si on ne veut pas arriver là au tout départ, il faut reprendre dans de bonnes conditions. Je voudrais revenir sur le rôle que vous pouvez avoir auprès des personnes en burn-out et en élaboration pour revenir. D'abord, bien prendre en compte leur état. Ils sont fatigués, ils sont nuls, ils ont des difficultés à faire des choix. Alors, souvent, ça, c'est très, très prégnant. Sentiment de compétences dégradées, des perturbations cognitives, hein, comme on l'a vu, ce qui peut les amener à penser qu'ils ne sont pas faits pour certains métiers ou pour certaines activités, alors, ce n'est pas du tout le cas. Sentiment de honte qui peut les amener aussi à ne pas tout dire. Et puis, des capacités d'énergie limitées. Donc, votre rôle pour moi, c'est à la fois d'être un soutien actif vers le changement professionnel, ça c'est votre métier, mais aussi d'être un facilitateur de la poursuite de la récupération. Fonction de ce que vous avez vu de la personne, de pouvoir l'amener tout en cheminant sur son retour, également cheminer sur sa récupération. Puis, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais parce qu'on n'avait vraiment pas le temps, mais la personne que vous rencontrez, elle a aussi des valeurs de travail, elle a un rapport au travail qui est, à l'origine, c'est son éducation aussi, hein, comment travailler ses parents. Et puis, elle est faite d'exigences internes. Elle peut être perfectionniste, elle peut surinvestir le travail. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand vous accompagnez ces personnes. Donc, là, je vais mettre des éléments très concrets, pratico-pratiques vis-à-vis des ajustements possibles, hein, de votre posture. Encore une fois, je n'ai qu'inféré ce que j'imaginais de votre métier, mais c'est vous les professionnels. Dans un premier temps, déjà, forcément identifier.
C'est-à-dire identifier où est-ce que la personne que je rencontre en est dans son processus de récupération. Est-ce que là, elle est vraiment faite pour le retour au travail? Donc, on peut se demander depuis combien de temps elle a arrêté, par exemple. On sait qu'on a une fourchette à peu près où on se dit que c'est pas mal. On peut lui demander si elle mobilise encore ses ressources, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, etc. Est-ce qu'elle est dans le cas de figure 1, 2 ou 3, par exemple? Ça peut aussi aider à catégoriser. Hein, on sait que ce ne sera pas tout à fait la même manière d'accompagner. Et puis, quelle est la raison de la reprise, du coup? Quand on reprend le schéma, est-ce que la personne reprend parce qu'il y a une pression financière, parce qu'il y a une pression normative, parce que le conjoint ou la conjointe en a marre de le voir à la maison? Voilà. Est-ce que la reprise du travail, ça répond vraiment à un besoin là? Alors, les outils, du coup, je ne vous l'ai pas présenté, mais il y a le BAT, que vous pourrez revoir dans la diapo. Faites bien attention de ne pas trop l'utiliser comme un outil diagnostique non plus, hein. Il aide aussi à la médiation, à l'élaboration sur la question de la récupération, hein. Souvent, les gens, quand vous faites le questionnaire avec eux, ils s'arrêtent sur des items, ils posent question, et donc on les accompagne là-dessus. Essayez d'être attentif à savoir si la personne fonctionne en mode abstrait ou concret, c'est-à-dire est-ce que l'objectif là, il est formulé précisément? Est-ce que la personne raisonne en pourquoi ou en comment? Si elle est toujours en train de se poser la question de pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je récupère pas, pourquoi j'y arrive pas, a priori, c'est plutôt un indicateur de quelqu'un qui est encore au début de la récupération. S'il est plutôt dans une phase de comment je fais, comment je m'y prends, comment on peut m'aider aussi. Là, on est plutôt sur des signaux positifs d'où elle en est de sa récupération. Et puis, les échelles d'évaluation et de projection, ça, je vous le présente tout de suite normalement, si mon diapo veut bien. Voilà. On utilise ça en thérapie, mais je pense que ça s'adapte très bien à n'importe quel métier de l'accompagnement. Vous pouvez poser la question aux personnes que vous rencontrez directement où est-ce qu'elles en sont de leur récupération, du burn-out, sur une échelle de 0 à 10. Et comme ça, les personnes vont pouvoir se positionner. Et en deuxième intention, vous leur demandez ce qui manque pour cocher le X plus 1. Par exemple, si la personne vous répond 6 à où est-ce que j'en suis de ma récupération, vous pouvez lui demander, OK, super, déjà d'abord c'est bien, mais c'est quoi un 7? Comment est-ce qu'on irait vers le 7 là aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Comme ça, vous avez un levier là à activer pour aller vers la poursuite de la récupération. Moi, j'ai mis des questions là, mais je ne sais pas si c'est les bonnes concernant votre métier, hein. C'est pour ça que je fais un petit warning. Faites confiance à vous-même pour adapter cet outil plus efficacement. En fait, on peut poser n'importe quel type de question et dans n'importe quelle situation. La question de l'échelle et de qu'est-ce qui manque pour cocher X plus 1 marche très bien en général pour faire élaborer. Deuxième possibilité, c'est de normaliser et valoriser. Il y a une nécessité de normaliser l'expérience vécue. On peut utiliser par exemple le contenu de cette présentation pour faire de la psychopédagogie. Je sais qu'en général, ça fait beaucoup de bien aux personnes quand on présente la fameuse courbe là, qui se met à descendre d'un coup. Elles ont vraiment le sentiment d'être comprises dans ce qui est vécu, en général, quand vous montrez ça. Le BAT aussi, ça marche bien, hein. En psychopédagogie, ils comprennent bien là, ce qui leur arrive. Ah oui, c'est vrai. Du coup, c'est normal. Ça aussi. Moi, je vous incite, comme moi, d'ailleurs, à utiliser votre expérience professionnelle. Souvent, la personne se sent seule dans ce qui est vécu, alors qu'en réalité, il y a tellement des milliers de personnes qui sont en souffrance de la même manière. Ça, on peut le dire. On peut dire, je suis en train de suivre plein de gens comme vous, mon agenda, il est blindé, mais je sais qu'à la fin, ça se passe toujours très bien. C'est simplement qu'il faut être patient. Et puis, prendre le temps aussi de normaliser les difficultés cognitives, parce que ça fait vraiment très peur aux personnes, hein, comme je le disais, les personnes qui pensent qu'ils ont Alzheimer, alors pas du tout. On peut valoriser l'usager, hein, ses capacités, son individualité. Ça veut dire valoriser les changements, hein, même lorsqu'ils sont minimes, entre deux séances, quand vous les voyez. Mais ça suppose aussi que vous alliez les chercher, ces changements-là, parce qu'ils ne viendront pas par eux-mêmes. Souvent, ils ont l'impression qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et si on reste avec cette impression qu'il ne s'est rien passé, du coup, psychologiquement, il ne se sera vraiment rien passé. Donc, vraiment aller chercher les petits changements et les valoriser, dire ça, c'est génial, on est sur la bonne route. On peut aussi explorer les réussites passées, avant l'épisode de Barnum, par exemple. Comme ça, on peut valoriser la personne sur ce qu'elle savait faire avant et prendre ça pour impulser le changement pour la suite. Ça marche aussi très bien. Vous pouvez aussi utiliser l'exception à la règle. C'est-à-dire que, alors là, j'ai noté les personnes avec dégradation de l'estime de soi, mais c'est pas forcément eux, hein, c'est souvent comme ça. On a tendance aussi à généraliser l'échec, ce qui est pas vrai en fait. Il y a toujours des exceptions. Il y a toujours une nuit qui s'est bien passée. Il y a toujours une journée qui s'est bien passée.
il y a toujours eu un moment où il s'est passé quelque chose de positif. Et aller chercher ces exceptions à la règle, c'est aussi rendre concret le fait d'abord que ça arrive, et puis essayer de comprendre dans quelles conditions c'est arrivé pour essayer de les reproduire ensuite. Et surtout, ça dit aussi aux personnes que comme ça arrive, ça peut encore arriver. Oh, là, mon PowerPoint, il marche pas très bien là. J'avais fait un petit... Ah bah super. Je vous avais fait un petit laïus sur le déficit cognitif. Je passe rapidement parce que là, Bertrand, il va me tuer, on est en train de dépasser l'heure. Euh, Gardez en tête que c'est quelque chose d'important et il faut absolument en parler aux gens pour qu'ils comprennent bien que c'est tout à fait normal. Par contre, ça prendra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce sont les symptômes du burn-out qui mettent le plus de temps à récupérer. On est bien au-dessus des 6-8 mois, hein, parfois. Troisième possibilité d'adaptation à l'accompagnement, c'est s'adapter aux limites aussi de l'usager. Soutenir la récupération, hein. En parallèle des efforts fournis pour le changement professionnel, inciter à poursuivre la mobilisation des ressources. C'est-à-dire qu'à la fois, ils peuvent effectivement être dans un projet de chercher du travail ou de chercher ce qui leur botterait bien via un bilan de compétences. C'est tout à fait possible, mais ça ne veut pas dire que on n'a pas aussi du temps pour soi, pour se faire plaisir. Et là, je vous invite vraiment à être fort dans les mots, hein. Moi, j'invite les gens à être punk. J'invite les gens à dire que l'arrêt de travail, c'est pas un arrêt de travail, c'est un permis de vivre, et qu'à partir de là, tout est possible. Il faut se faire du bien. On peut travailler et se faire du bien. Et puis agir fonction de l'état de l'humeur lors du rendez-vous. J'ai constaté, alors là, normalement, si mon PowerPoint marche bien, super. J'ai remarqué que les gens pensaient que la récupération, elle fonctionnait comme ça, c'est-à-dire une belle droite linéaire. On va aller de mieux en mieux tous les jours. C'est pas vraiment ça qui se passe, c'est plutôt ça, c'est-à-dire des hauts et des bas, et des vagues et des creux. Et vous les rencontrez pas toujours au même moment. C'est-à-dire que des fois, vous allez les voir, ils seront dans une phase de haut, on va pouvoir avancer, il va se passer des choses. Et des fois, vous allez les voir et vous n'allez pas comprendre, ils vont vraiment aller très mal. Il y aura ils seront plus en capacité de mobiliser des ressources pour faire ce que vous leur demandez, par exemple. Et du coup, à nouveau, ils vont se sentir nuls. Si on est dans cette phase-là, on adapte son accompagnement, on y va mollo, on repasse sur de la normalisation de ce qui est en train d'arriver. On peut utiliser aussi cette courbe-là, elle marche très bien, vous la faites à la main et vous leur montrez que ils vont passer par des hauts et des bas, que c'est normal, mais que vous remarquerez que globalement, la courbe augmente hein, quand même, la récupération se fait. Simplement qu'elle n'est pas linéaire. Donc, vous pouvez aussi utiliser cet outil, ça marche. Moi, je trouve qu'il marche vraiment très très bien. Et en général, quand ils quittent la séance, ils vont déjà un petit peu mieux, on est déjà en train de remonter. Mais par contre, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'ambition de changement pour les faire avancer, hein. Je sais que c'est pas aujourd'hui que ça va se faire. Éviter un cadre de travail rigide. Là, je fais référence, je ne sais pas si ça vous parlera, mais du coup, j'ai mis un lien cliquable de la polémique autour de la journée type du chercheur d'emploi où quasiment demi-heure par demi-heure, on lui disait quoi faire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. La personne en burn-out, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de liberté, elle a besoin de s'inventer des espaces par elle seule. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise de faire des pompes à 7 heures du matin. En fait, ça ne marchera pas. Voilà, donc pas de miracle morning non plus. Si vous ne savez pas ce que c'est une méthode de développement personnel qui vous demande de vous lever à 4-5 heures du matin et de commencer une première journée à fond les ballons. Très productiviste hein, comme idée. Et, et pour les personnes en burn-out, ça ne marchera pas, hein. Ils sont déjà fatigués, on veut les fatiguer encore plus. J'en ai parlé parce une patiente faisait ça, hein. Elle avait été orientée par une copine et elle lui avait dit fais ça, tu vas voir, c'est super. J'ai retrouvé quelqu'un d'encore plus épuisé, hein. Se lever à 5 heures, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a besoin de souplesse et de flexibilité. Donc, privilégier la redéfinition de l'objectif final en sous-étapes concrètes, ça c'est assez bateau. Plutôt que d'imaginer un objectif qui est loin, qui sera perçu comme étant quelque chose de difficile à obtenir, on va plutôt le subdiviser en étapes bien concrètes, hein, pour que la personne puisse aller vers ça. N'hésitez pas à utiliser des métaphores, des citations, des images, des choses comme ça. Ça fait un peu Disneyland, mais les individus qui ont des difficultés cognitives et de concentration vont être très réceptives à l'image, à la citation. Ça a vraiment un écho. Parfois même, un mois après, ils viennent nous voir et disent ah, j'ai repensé à votre phrase là, de machin, et ça m'a fait bouger. Encourager les comportements concrets, hein, encore une fois, bien distinguer ce qui est abstrait et donc de ce qui ne marche pas du concret.
Et puis, favoriser la mise en œuvre d'un cadre équilibré et flexible, hein, ce que je disais. Le cadre, c'est juste faites-vous plaisir. Et après, qu'est-ce qu'on met dans ce cadre-là? Et puis enfin, être attentif à l'étiquetage. Je vous invite à pas étiqueter quelqu'un selon sa pathologie parce qu'en fait, il risque de se comporter de telle manière. Et donc, il faut plutôt essayer d'étiqueter positivement. Voilà. Je tiens à valoriser les ajustements que vous avez mis en place, ça me semble très pertinent. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient, qui se présente comme étant quelqu'un d'assez froid. Vous pouvez dire, moi, je vous trouve très chaleureuse, par exemple. On va renverser l'étiquette. euh, et de fait, elle va possiblement s'y attacher et le devenir. La tendance au raisonnement binaire, je vous invite à faire attention à ça. C'est un biais classique, hein. En général, pour les personnes, il y a soit un choix A, soit un choix B. Mais par elles-mêmes, elles ont des difficultés à prendre conscience qu'il pourrait y avoir un choix C, un choix D, un choix E. Euh, c'est là aussi où ça peut être intéressant parce que quand les personnes sont fatiguées, elles ont vraiment ce truc-là, hein. Soit c'est A, soit c'est B, et en plus, j'arrive pas à décider. Et du coup, on peut dire non, il y a peut-être aussi d'autres choix, il y a peut-être des choses entre les deux. Et puis s'exprimer en projection et non en condition, ça c'est simplement, on va éviter de dire quand, enfin non, on va plutôt éviter de dire si, on va dire quand. C'est-à-dire, je ne dis jamais par exemple à quelqu'un, si vous récupérez, on pourra aller vers du mieux. C'est tout le temps, c'est quand. En fait, vous allez y arriver, c'est sûr. La question c'est quand. Et ce quand-là, on va le travailler ensemble. Mais par contre, c'est sûr et certain que ça va aller mieux. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et puis enfin, ne pas sous-estimer ça dans la conduite du changement. Ce que je vous donne là, c'est des outils en thérapie brève, hein, qui marchent très bien. Je voulais juste faire un petit point sur l'effet miroir, parce que comme vous êtes vous-même une population à risque, puisque vous êtes au contact des usagers et que parfois, possiblement, il doit y avoir aussi de la détresse et que ça vous demande non pas seulement une charge quantitative, mais une charge psychologique, vous êtes à risque d'épuisement. Et donc, ça peut vous amener à vous comporter défensivement, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, euh, dans une forme de dépersonnalisation de la relation à l'autre. Je commence à négliger les besoins. Alors, il y a d'autres enjeux derrière, hein. Donc, ça peut vous amener à éviter, hein, ou à projeter même ce qui vous arrive. Donc là, ben, simplement pour faire un point, prendre soin de vous. Vous pouvez aussi en parler aux collègues ou aux managers si jamais vous avez confiance. Consultez votre médecin si vraiment vous sentez que, par exemple, ce qu'on a dit aujourd'hui fait écho en vous et que, waouh, peut-être que ben, vous êtes dans un processus d'épuisement. Et puis, je pense que prendre conscience est déjà régulé, c'est-à-dire que normalement, une fois qu'on a pris conscience de ça, ben, on met en place des choses pour aller mieux. Ça veut dire aussi, en tant que professionnel, avoir cette conscience de se positionner, quoi. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à accompagner, bah, c'est peut-être juste le moment soit de s'arrêter, soit d'essayer de faire, enfin, de demander si on peut pas faire d'autres missions, d'accompagner d'autres personnes. Voilà, je crois que c'est tout. Ah oui, puis, Merci. Ouais, réorienter, hein, bien sûr, si jamais c'est trop dur. ouais, Et je vous ai mis effectivement. quelques ressources complémentaires. Voilà. Ok. Et désolé Bertrand, j'ai dépassé l'heure. Il y a pas de souci, Du coup, Florian. Merci, j'ai été un merci. peu vite. Le contenu était riche et effectivement, on avait aussi prévu de pouvoir traiter quelques questions. Ouais. Ça va être court un petit peu parce qu'effectivement, il est midi 8. J'ai repéré une question. Est-ce qu'il y a plus de burn-out aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont plus visibles? Est-ce que ça, peut-être avant qu'on se quitte, tu as des éléments là-dessus, Florian? Bah, je pense que c'est les deux. Je pense qu'ils sont à la fois, je pense qu'il y en a plus parce que les conditions de travail se détériorent et je pense aussi, et puis les ressources de protection des salariés se détériorent. Mais je pense aussi que c'est plus médiatisé, on en parle plus. C'est plus facile aujourd'hui de normaliser une situation de burn-out qu'avant, hein. Je pense que, en tout cas, dans mon institution, c'est vraiment le cas. Hmm. D'ailleurs, c'est tellement normalisé que c'est aussi un problème, c'est-à-dire que c'est plus très grave. On a l'impression que c'est tout à fait normal d'avoir des collègues en burn-out, c'est tout à fait normal d'avoir des collègues en arrêt de travail. Ben non, ça reste catastrophique, c'est des dépressions potentielles, c'est des travailleurs qui n'arrivent pas à se réaliser. Et c'est vrai C'est- on en a parlé de cet effet de normalisation dans la préparation où effectivement ouais. on était, enfin je témoignais sur, j'avais entendu quelqu'un qui parlait d'une collègue en disant elle a fait un burn et où elle fait son burn, etc. Et comme si effectivement c'était un peu quelque chose d'assez Oui, classique aujourd'hui c'est, et c'est- c'est assez répandu, mais effectivement ça reste quelque chose d'assez grave et qu'on peut éviter. C'est ça aussi. On a je- l'impression que.
Je vois Oui. aussi une question, est-ce qu'il y a toujours un traitement médicamenteux en parallèle? Dans les recommandations, il y a trois choses. Il y a l'arrêt de travail, il y a la psychothérapie potentielle, et puis il y a le médicament potentiel. C'est-à-dire que c'est pas forcément une Systématique. obligation. Non, non, Ouais. non, c'est vraiment à la discrétion du médecin généraliste ou du psychiatre. Mais c'est pas rare hein, qu'il y ait des antidépresseurs sur des burn-out qui n'évoluent pas, en fait, où les gens vont pas vers la récupération, parce que possiblement il y a une dépression aussi qui s'installe. Et donc ça revient au même traitement que la dépression. C'est des antidépresseurs. Ok, ben on voit qu'effectivement on aurait largement pu passer 1 heure et demie ou 2 heures là-dessus. Ça permet une transition rapide. Vous étiez nombreux hein, à être inscrits sur cette action de formation. On voit que c'est un sujet qu'on n'a pas épuisé aujourd'hui. Il y a une formation qui est prévue le 29 janvier prochain. Elle est déjà en ligne sur notre page professionnalisation. Donc n'hésitez pas, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Donc ce sont des collègues de Florian qui interviendront sur cette formation. Je vais partager rapidement mon écran pour que vous puissiez la visualiser. Et donc, on l'a intitulé Burnout, dépression, stress lié au travail, accompagné vers le retour à l'emploi. Donc, c'est une formation qui aura lieu à Nantes, donc le 29 janvier. Donc, n'hésitez pas d'ores et déjà à aller consulter si le programme vous intéresse et à vous y inscrire. Et ça permettra d'approfondir toutes ces questions donc, liées aux pathologies qui sont liées au travail également. Merci beaucoup à vous pour votre attention, vos Merci, réactions, vos questions. Et puis merci beaucoup Florian. Je pense que de rien, c'est un plaisir. il y a une richesse hein, dans le contenu que tu as apporté. Bah oui, j'étais un peu Euh, vite à la fin, hein, désolé, c'est vrai que j'ai pas vu le temps passer. Pas de Voilà. souci et merci beaucoup. Et puis à bientôt sur d'autres actions de professionnalisation pour les uns et les autres. Bonne journée à vous. Bonne journée, bon courage, merci.